Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui dans Blue Hour, je reçois une photojournaliste belge. Elle a 28 ans, est expatriée à Istanbul depuis 5 ans et a déjà été primée au festival Visa pour l'image pour l'un de ses reportages réalisés en Iran. Sensible aux injustices et plus particulièrement celles qui touchent aux droits des femmes et à leurs conditions de vie, mon invité du jour axe son travail photographique sur les acteurs du changement qui luttent pour un monde plus juste et plus respectueux de l'humain. Je suis très heureux de recevoir la photographe Marie Tillon dans ce nouvel épisode de Blue Hour. Salut Marie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Blue Hour. Tu es la deuxième invitée de l'émission. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Je suis d'abord très contente aussi d'être ici avec toi. Alors, je suis effectivement belge. Je suis diplômée de l'IEX. J'ai fait une formation en journalisme avec une spécialisation en photo. J'ai réalisé mon travail de fin d'études en Iran. Et du coup, j'ai souhaité voyager et être un petit peu plus près de cette région, tout en sachant que je n'avais pas envie de vivre en Iran ni au Liban, où j'ai aussi travaillé. Mais j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus en Turquie, à Istanbul, en 2012. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie d'y retourner et de me baser sur place pour pouvoir couvrir la région et faire des reportages principalement sur la Turquie. J'ai donc appris le turc et je suis, comme tu l'as dit, basée là-bas depuis plus de 5 ans, tout en faisant des allers-retours en Belgique. Mais écoute, génial, merci pour cette présentation. Je sais, j'ai vu en ligne que tu te définis toi-même comme photojournaliste et non comme photographe documentaire. Est-ce que pour toi, est-ce que tu vois une différence entre les deux spécialités et si oui, laquelle ? C'est-à-dire que j'ai toujours apporté énormément d'importance à l'information. C'est même, je pense, un défaut dans ma photographie parce que j'ai toujours ce sens de l'information qui va faire que je mets en priorité les informations que peuvent apporter une photo, mais ce qui fait que parfois, visuellement, elle peut être moins bonne ou moins forte. Et donc, tout le challenge est d'arriver à faire une photo visuellement intéressante et puis qui attire l'œil, en fait, mais en même temps qui apporte une information. Et pourquoi je me définis pas juste photographe ? Parce que, oui, pour moi, j'ai une formation de journaliste aussi. Je l'expliquerai peut-être plus tard, mais j'essaye, en fait, de trouver un moyen de raconter une histoire. Et jusqu'à présent, je l'ai fait en photo, mais j'ai aussi écrit. Et là, j'aimerais me former plus à la radio, au podcast. Donc, le but, c'est de raconter une histoire. Et pour moi, je pense qu'en tant que photographe, il y a peut-être plus de liberté. Enfin, quelqu'un qui se définit comme photographe aura peut-être plus de liberté sur mettre à une note d'intention et peut-être qu'il n'y aura pas de légende, peut-être que ce sera peut-être pas si important de comprendre l'information, alors que pour moi c'est la base même de mon métier. Maintenant, photographe documentaire, je pense que c'est intéressant parce que ça permet aussi de jouer avec différents formats, de prendre le temps aussi, alors que peut-être que dans l'inconscient, on va dire qu'un photojournaliste ou une photojournaliste, c'est que du hot news. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Enfin, je me vois pas comme ça, justement. Donc, peut-être que dans quelques années, j'aurais tendance à dire juste photographe documentaire. Ça dépend un peu de la démarche, mais c'est intéressant comme question pour le coup. Bon, mais du coup, je demande à tous mes invités de venir avec un objet pour ce podcast, ainsi que de m'envoyer une photo qui leur tient à cœur et une photo autour de laquelle tu vas pouvoir nous présenter le contexte. Toi, pour le coup, tu m'en as envoyé 2 des photos. Une photo où on voit une femme qui célèbre un moment de vie visiblement avec sa famille dans une voiture, qui a été prise en Turquie, si je m'abuse. Et une deuxième photo où on voit une migrante qui est assise dos à un mur à la frontière turco-grecque, comment tu dis ? Ouais. Tout à fait, ouais. Avec son bébé dans les bras.
Peux-tu nous parler de ces 2 photos et pourquoi tu choisis ces 2 photos ? Alors, parce que déjà, en tant que balance, j'ai vraiment du mal à choisir. Donc, quand tu m'as demandé une photo, c'est compliqué, mais c'est, je pense, 2 photos qui racontent pour moi la même chose, c'est-à-dire c'est la rencontre. La photo donc c'est Yasmine qui célèbre dans la voiture où il y a cette lumière sur elle, sa sœur et son papa. C'était un moment qui pour moi était très intense parce que donc Yasmine, j'ai commencé à la photographier en 2016. C'était un des premiers gros projets que j'ai fait en Turquie, c'était sur la communauté syrienne. Je voulais montrer comme ces personnes en fait étaient forcées de recommencer leur vie à zéro et montrer toute cette résilience d'apprendre une nouvelle langue, de commencer à devoir trouver un travail, des nouvelles études dans le cas de Yasmine. Et alors qu'on avait toujours cette image un peu inconsciente qui était vraie, ceci dit, mais des réfugiés dans des camps qui attendent, alors que là, en Turquie, ces personnes étaient déjà là depuis quelques années et elles avaient recommencé une nouvelle vie. C'était ça mon sujet. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Yasmine, qui était volontaire dans un centre où il y a des enfants syriens qui apprenaient en fait le turc. Elle leur donnait des cours. Et c'est très vite devenu en fait une amie, parce qu'à force de la suivre tout le temps, on a commencé à énormément discuter, sortir ensemble, à passer du temps avec sa famille. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue photojournaliste. C'est que c'est une bonne excuse, en fait, l'appareil pour juste m'immiscer dans la vie des gens. Et Yasmine, c'est clairement devenue une de mes meilleures amies. Et ce moment, il est très important. Je pense que on voit de la joie, comme tu l'as dit, il y a une célébration. Et en fait, c'est une double célébration. C'était donc la célébration de la promesse de mariage en fait de sa sœur avec son compagnon. Et en plus, Yasmine revoyait sa sœur et son père qui avaient enfin pu venir en Turquie alors que ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas revus. Yasmine, elle est arrivée en Turquie quelques années auparavant et je pense que c'était en 2013. Et du coup, toutes ces années, elle les a passées loin de sa famille. Et pour elle, c'était un moment hyper important. Et donc, j'ai évidemment été invitée à assister à cette célébration à la base, donc dans un restaurant, etc. Et puis vient ce moment dans la voiture. En fait, ils avaient loué un Uber avec toute la famille pouvait se mettre dedans. Il y a eu la musique à fond, il y avait ce soleil et je voyais Yasmine trop heureuse, enfin si heureuse. Et je me suis sentie privilégiée d'assister à ce moment-là, en fait. Et je te coupe, t'étais assise à l'avant ou on dirait que t'es dans une limousine en mais fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment une sorte de grand. C'est une sorte de limousine. C'est pas une limousine, mais c'est sorte de. Les sièges qui sont face à l'arrière. Oui, c'est ça, voilà. Un pick-up, enfin, je sais pas. Et du coup, on s'est marré à danser. Enfin. Voilà, je savais que c'était important pour elle, mais ça l'était tout autant pour moi parce que je la suivais depuis plusieurs années et je savais aussi qu'elle allait bientôt pouvoir partir au Canada et s'établir là-bas avec toute sa famille, ce qui est quand même quelque chose d'important, vu que, comme je disais, ils étaient séparés. Et par exemple, sa sœur ne pouvait pas vivre en Turquie. Et donc maintenant, ils sont tous partis au Canada. Et elle me manque très fort. Et en cette semaine, comme je te l'ai dit, on est justement en train de commémorer, enfin je sais pas comment dire, mais rappeler que ça fait 10 ans de guerre en Syrie. Et du coup, je pensais beaucoup à toutes ces familles syriennes que j'ai rencontrées, principalement celle de Yasmine. Et alors la deuxième photo, c'est beaucoup plus récent. C'est l'année passée, donc juste avant la pandémie, il y a eu l'ouverture des frontières en Turquie, en fait, suite à... En fait, il y a eu un raid sur l'armée turque en Syrie. Et du coup, 33 soldats ont été tués. Et le président turc Erdogan, suite à ça, a déclaré que, comme il n'avait pas de soutien de l'Europe, de dire ça suffit, moi je ne retiens plus tous ces réfugiés en Turquie, parce qu'il y a eu un deal qui a été signé en mars 2016. Donc voilà, je les laisse partir en Europe, j'ouvre les frontières. Et
voilà, quand il y a eu cette annonce-là, il était minuit, je pense, un jeudi soir, je me rappelle. On savait très bien que le lendemain, ça va être qu'est-ce qui va se passer. Enfin, des cars partaient, enfin des bus entiers partaient vers la frontière gréco-turque. Toutes ces personnes, que ce soit des familles syriennes, afghanes et de plein d'autres nationalités, voulaient tenter leur chance. Et parce que depuis 2015, c'est extrêmement dur d'arriver en Europe. Et ça a été une horreur, en fait, d'arriver sur place et de voir toutes ces familles qui avaient mis... Pour certaines familles, ils avaient tout vendu en pensant que, voilà, c'était... ça y est, quoi, ils pouvaient partir en Europe. Et de les voir être un peu comme comment on les utilise, en fait. Autant la Turquie disait, voilà, la frontière est ouverte, en faisant croire que des réfugiés étaient passés en Europe, alors que pas du tout. Les militaires grecs leur tiraient dessus, prenaient leurs affaires, pour les quelques rares personnes qui ont réussi à passer. Donc voilà, je suis partie documenter ça et directement le soir même, il n'y avait pas encore trop de journalistes, et je pense que c'est ça aussi qui était un moment privilégié dans une scène vraiment de, comme on pourrait dire, hot news, où on sait qu'il va y avoir beaucoup de reporters sur place. Moi qui adore la rencontre et prendre le temps, j'avais un peu peur je redoutais un peu comment est-ce qu'on va pouvoir créer du lien avec ces personnes, et en fait directement, à peine arrivée, il y avait cette famille, donc la maman que vous voyez sur la photo, elle s'appelle Türkiye. Ça aussi, ça m'a marqué parce que en fait en turc, la Turquie c'est Türkiye, et donc elle se portait le nom de ce pays qu'il avait accueilli pendant 5 ans, mais les parents disaient, voilà, on a des enfants et on souhaite le meilleur. Une partie de notre famille est en Suisse et il n'y a pas d'avenir en Turquie. Ils voulaient tenter leur chance. Et en fait, pour le coup, le papa ne parlait pas. Donc, il savait pas parler, il faisait des gestes, etc. Et moi, je parlais pas arabe, enfin très peu, mais j'avais la chance d'être avec un collègue qui parlait arabe, et donc on a pu facilement nouer contact. Et en fait, ils étaient épuisés. Le long de la route, il fallait encore marcher 2 kilomètres. Et donc, on leur a proposé de les aider à porter, parce qu'il y avait tous les enfants. Et voilà, c'était un moment où ils étaient posés. La petite, elle avait faim, elle demandait de la soupe. Voilà, c'était assister à ce moment où ils arrivent dans le froid, coincés à la frontière avec les gaz lacrymogènes de la partie grecque. Et eux, ils comprenaient pas, ils disaient, mais on peut pas passer, et quand est-ce que ça va ouvrir? Et ils s'attendaient pas à passer la nuit dehors dès le début. Enfin, je pense qu'ils savaient que le voyage allait être compliqué, mais... Et du coup, pendant les 3 jours où je suis restée sur place, on était en contact. Et le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus, quoi. Et ouais. C'était ta propre décision de te rendre là-bas, ou c'était pour un client? À la base, c'était ma propre décision, mais très vite, j'essaye de travailler en binôme avec aussi des journalistes de presse écrite, et donc une collègue m'a dit on part, et j'hésitais parce que j'attendais effectivement est-ce qu'il va y avoir des commandes ou pas, et en fait je suis partie, et directement en fait les commandes ont suivi avec Le Figaro et La Libre aussi, on a écrit un article. Donc quand c'est ce genre de moment, il faut pas traîner, quoi. Faut pas calculer aussi. Mais en fait, je m'attendais pas non plus que ce soit aussi intense, quoi. C'était un événement majeur, évidemment, vu le nombre de personnes qui se sont rendues à la frontière et qui ont été bloquées pendant plus d'1 mois. Voilà. Très bien. Bah écoute, très touchant. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu nous as amené, ou les objets? J'ai amené un appareil argentique, et parce que je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, avant de pratiquer la photo argentique, et même, je n'y connaissais rien, mais il y a une amie qui m'a prêté un jour un de ces appareils, et j'ai pu un petit peu tester, et je me suis dit, mais enfin, j'avais un appareil argentique quand j'étais petite, donc il faut que je le retrouve absolument. Je le retrouve, je suis toute contente. Je vais dans un magasin à Istanbul pour en fait mettre des piles et acheter un nouveau film. Et là, le monsieur me dit, mais tu es sûre que tu as un film qui correspond? Je dis oui, c'est bon, on peut le mettre, et voilà. Et il ouvre l'appareil et il me dit, mais en fait, il y avait déjà un film dedans. Et là, j'hallucine, parce que je crois que l'appareil, je l'utilisais quand j'avais 8 ans. Donc, ce monsieur était tout aussi excité que moi à l'idée de voir ces photos qui datent des années. Il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Il me les a
Il me les a imprimés et c'était génial. J'étais toute petite. C'était des photos avec ma grand-mère, mon chien et tout. Et entre-temps, il me dit avec regret, mais ton film ne rentrera pas dans cet appareil-là parce que on ne fait plus des films comme ça. Et du coup, j'étais un peu déçue. Et là, il me dit, bah écoute, prends cet appareil. Si tu veux te mettre à l'argentique, prends-le. Tu me le rends quand t'as fini le film. Et donc, grâce à lui, j'ai fini ma première pellicule récemment avec cet appareil. Et donc, je suis rentrée en Belgique et j'en parle à ma grand-mère en disant « Oh, c'est trop chouette, j'aime trop la photo argentique. » Et là, elle me dit « Ah moi, je pense que j'ai encore l'appareil que j'ai acheté à ta naissance. » Donc, c'est celui que j'ai ramené. Elle m'a annoncé que j'avais un appareil qui date de 1992 et je viens de mettre un film dedans et je vais le faire développer quand je retourne à Istanbul. J'étais contente de pouvoir le mettre dans les mains de ma grand-mère aussi, qu'elle puisse faire des photos avec. Je t'ai aussi ramené un carnet parce que je pense que c'était important d'expliquer que mon côté très journaliste, mais à chaque fois que je fais des rencontres, j'interviewe ces personnes, on passe du temps à discuter et je note tout dans mon carnet. Évidemment, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein, ils s'accumulent et je pense qu'à chaque fois je me dis mais si je devais en perdre un, mais qu'est-ce que je ferais, parce que il y a tellement de choses importantes, j'essaie de les classifier et tout, et pour moi c'est vraiment la base d'un reportage en général, c'est d'abord parler avec les personnes et comprendre un peu leur parcours pour ensuite décider quel genre de photos seraient importantes à photographier pour ensuite diffuser et transmettre leurs histoires, quoi. Alors, on sait que tu accordes une grande importance au sujet de la place de la femme dans la société qui t'entoure, et notamment dans la société turque. Mais j'aimerais savoir quelle est ta vision sur la place de la femme dans le monde de la photo et du photojournalisme. Très bonne question. Déjà, simplement, je pense que les femmes, elles sont clairement sous-représentées, soit dans les reportages, mais aussi clairement en tant que femme photographe. D'ailleurs, je fais partie de Women Photograph. Je ne sais pas si tu connais, mais... J'ai découvert le compte Instagram en me documentant sur toi, ouais. C'est vraiment une initiative hyper importante parce que c'est né d'une discussion, en fait, à Visa pour l'image. C'est cette photographe Danielle Zachman qui parlait avec un éditeur ou une éditrice, je ne sais plus, et qui disait mais pourquoi vous n'engagez jamais des femmes photographes, parce que du coup elle avait commencé à compiler des données pour savoir par exemple New York Times, Le Monde, tous ces grands médias, combien de femmes photojournalistes ou photographes ont contribué aux nouvelles qu'ils ont produit. Et en fait, comme les chiffres étaient scandaleux, elle disait mais pourquoi vous ne travaillez pas plus avec des femmes? Et la réponse à ce moment-là de cet éditeur ou éditrice, c'était en fait, je ne sais pas où les trouver. Et du coup, Women Photograph est né avec c'est à la base une base de données. À la base, une base pour de annoncer, données. On est là, trouvez-nous, on existe, quoi. Avec donc répartis en fonction des continents, des pays, et du coup, il n'y a plus cette excuse de dire oui, j'ai pas engagé de femmes parce que je ne sais pas où elles sont. Non, le but est effectivement de nous rendre visibles. Parce que déjà la société, le monde entier en général invisibilise trop les femmes, et dans ce métier, c'est sûr que ça commence petit à petit à changer, mais même les chiffres, parce que Women Photograph fait une newsletter chaque mois où les chiffres s'améliorent pas. Je pense que aux États-Unis, il y a une grande avancée dans certains médias, mais ici ça reste. Et pourquoi je pense que ça reste le cas de se dire. Les éditeurs, les éditrices se disent oui, mais un homme, je sais pas quelles sont leurs motivations, mais c'est souvent un homme à qui on confie une commande plutôt qu'à une femme photographe. Et c'est clairement... mais bon, c'est dans énormément de milieux, mais si tu me demandes ce milieu-ci en particulier, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, quoi. Est-ce que le fait d'être une femme facilite ton travail de documentation du quotidien d'autres femmes à travers le monde ? Donc oui, c'est sûr que ça influence énormément. Pour ma part, je pense que j'ai des facilités à raconter des histoires de femmes
oui, parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'accorde énormément d'importance aux femmes autour de moi. Je viens d'une famille où il y a que des femmes, donc d'une famille monoparentale avec ma maman, élevée par ma maman, ma grand-mère. Donc j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi je m'intéressais autant aux femmes et pourquoi j'étais si proche d'elles. Je me rappelle à l'IEX, un de mes profs disait « Mais t'as encore fait un reportage, mais les meilleures photos, c'est toujours celles avec les femmes. » Et pourtant, j'avais essayé de suivre plus d'hommes, etc. Mais oui, il y a une sensibilité, il y a des accès aussi. C'est pour ma part, mais surtout, je vais dire, dans des régions comme le Moyen-Orient, être une femme fait aussi que on me sous-estime à certains moments. Donc, j'ai des accès certainement privilégiés parce qu'on se dit, elle n'est pas si dangereuse que ça ou quoi. Et ça me permet d'avoir accès à des communautés où, par exemple, les hommes ne pourraient pas rentrer. Et ça, c'est sûr que j'en suis consciente et j'essaye de m'en servir. Mais ouais. Tout regard, je pense, de femmes sur d'autres femmes est d'office... Il y a peut-être un peu plus de compréhension. Voilà. Et d'authenticité, tu dirais ? Je peux pas dire. Il y a des travaux qui ont été faits par des hommes sur des femmes qui sont évidemment très bons. Mais moi, en tout cas, peut-être qu'on peut plus... comment on dit ça ? Dans ma question, en fait, je voulais dire, est-ce que tu penses qu'une femme face à une photographe femme va plus lâcher prise, va être moins attentive à certains gestes, à certaines paroles Je pense que ça dépend de certaines communautés, mais sinon... En fait, indépendamment, il y a aussi la relation qu'on va nouer avec certaines personnes. Donc, c'est pas parce que d'office, je vais avoir une femme en face de moi que la relation va pouvoir se nouer facilement. Ça prend du temps, mais je pense que, oui, une question d'être peut-être plus à l'aise ou... moi, je le vois vraiment comme une facilité, mais parce que j'ai aussi choisi de toujours travailler sur les femmes. Donc, moi, j'ai une meilleure compréhension avec les années. C'est devenu un peu la clé de mes reportages, d'essayer de travailler sur différentes problématiques qui touchent les femmes. Et peut-être aussi que des femmes qui me voient débarquer dans leur univers auront vu ce que j'ai fait précédemment et m'accorderont peut-être plus de crédit ou en tout cas m'autoriseront à documenter leur vie parce que je l'ai fait auparavant et voilà. Mais on va parler des femmes. Parmi tous les reportages que tu as réalisés et que j'ai pu regarder sur ton site, il y en a un qui m'a vraiment fortement marqué. C'est celui que tu as fait en 2016, il me semble, en Iran, que tu as appelé « Les visages de l'indépendance ». J'ai 1000 questions à te poser sur ce reportage, honnêtement. Enfin, sur celui-là et sur plein d'autres. Celui que tu as fait en Colombie aussi, je l'ai trouvé incroyable. Mais focalisons-nous ici d'abord au moins sur un seul. Donc, tu t'es rendu à Téhéran et tu as suivi 3 femmes, Massa, Gounaï et Zara, dans leur quotidien de femmes indépendantes. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, de la démarche derrière ce projet, de comment le projet s'est mis en place et plus ou moins tout ce que tu peux nous dire sur ce projet. Combien de temps t'es parti, comment est-ce que tu as été reçu sur place, etc. etc. Alors du coup, je corrige juste, c'était en 2014 et en fait en 2016, on a commencé à plus en parler parce que il y avait le prix Montor à Visa pour l'image et du coup j'ai plus diffusé ce projet parce que comme c'était mon projet de fin d'année, donc mon mémoire de fin d'études, on peut dire, c'est vrai que j'étais encore étudiante, j'ai eu énormément de chance parce qu'il a été directement publié dans le 24h01. Qui malheureusement n'existe plus mais qui était un superbe MOOC belge et donc voilà, il a été diffusé en Belgique rapidement mais j'ai malheureusement pas su le diffuser dans d'autres médias à l'international et on a commencé à en parler en 2016, donc ça a pris un peu de temps. Mais donc, pour revenir, en 2014, on me demande de choisir un sujet de fin d'études et moi, j'ai toujours baigné un peu dans la communauté iranienne. L'histoire est longue, mais grâce à ma grand-mère. Et j'entendais beaucoup parler de l'Iran ou des plats iraniens, mais en fait, tous ces gens étaient ici en Belgique. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils ne sont pas dans leur pays et c'est comment la vie en Iran? Et puis, j'ai eu mon Erasmus à Istanbul qui m'a fait aussi rencontrer beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes. Et à un moment, je me rappelle de cette conversation avec un ami qui me dit... j'arrêtais pas de lui poser des questions sur l'Iran. Et là, il me dit, mais
qu'est-ce que t'attends, vas-y, quoi. Et je dis, ah ben oui, c'est vrai. Mais je réfléchissais à un sujet, du coup, et voilà, j'ai proposé de travailler sur les discriminations que vivent les femmes en Iran, parce que selon la loi, elles sont considérées comme la moitié de l'homme. Ça se vérifie sur plusieurs règles, qui heureusement, parfois, par rapport à 2014, ont un petit peu évolué, mais voilà, quand il y a par exemple un héritage, la femme va bénéficier de la moitié de cet héritage, alors qu'un homme, voilà, un témoignage devant le juge, un tribunal, il faudra 2 femmes pour témoigner plutôt qu'un homme. Enfin, en tout cas, en 2014, c'était toutes ces règles-là qui m'avaient choquée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que d'évoluer dans cette société en tant que femme ? Et puis, en général, tous les reportages que je pouvais trouver sur l'Iran, c'était des reportages très courts, de 3 minutes, en vidéo sur l'ayatollah ou sur la bombe nucléaire. Enfin, très politique, en fait, et pas vraiment sur comment les gens évoluaient dans cette société. Et donc, voilà, je me questionnais. Et à la base, je me suis dit, je vais faire un premier voyage pour savoir de quoi je vais parler exactement. Et heureusement que je l'ai fait. Je pense qu'un voyage de repérage est toujours important sur une communauté ou en tout cas un pays qu'on ne connaît pas. Et aussi, je pense que c'était pour prouver un peu à mon UNIF que j'étais capable, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas très chauds que je parte en Iran, évidemment. Et donc, en 2014, en janvier, j'ai fait un premier séjour de 2 semaines. Et ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que malgré ces discriminations, les femmes étaient hyper actives dans la société en Iran. Les femmes sont très, très éduquées. Donc, elles vont à l'université, elles sont présentes dans l'espace public. Ça m'a vraiment marquée, parce qu'à l'époque, je connaissais déjà d'autres pays et j'avais pas eu ce choc comme ça, positif, en fait, de voir les femmes très entreprenantes. Et je me suis dit, en fait, c'est ça mon sujet. C'est pas que les discriminations. En fait, en général, je pars toujours d'une problématique un peu négative et j'essaye de trouver, comme tu l'as dit dans la description, mais ces acteurs, actrices du changement. Enfin, là, c'est des femmes de mon âge que j'ai suivies très jeunes. Elles n'ont pas créé quelque chose d'incroyable, mais par contre, elles ont réussi à faire évoluer les mentalités de cette société. Comment tu les as trouvées, ces femmes ? Oui, je vais t'expliquer. De faire évoluer les mentalités de leur propre entourage, en fait, qui est pour moi, dans un pays comme l'Iran, déjà une grande avancée. Alors, comment je les ai trouvées ? Lors du premier voyage, j'ai rencontré Gunay, qui est c'est la sportive, si je peux résumer ça comme ça, c'était une amie d'un ami iranien chez qui je restais quand j'étais à Téhéran, et lui avait bien compris le thème de mon sujet, et il s'était dit, ah ok, je vais te faire rencontrer des femmes que j'ai en tête ou que je connais, etc. Et donc, il m'avait présenté Gunay. Et déjà, je me disais, on a cette vision très bizarre de l'Iran, où on s'imagine tous ces stéréotypes clichés qu'on peut avoir. Et je me disais, je serais heureuse de montrer en fait Gunay qui, malgré les 40 degrés, malgré le port du voile les longues tuniques, est en train de faire de l'aviron et très sportive, et justement essaye de montrer, même si dans les codes c'était à l'époque pas toujours accepté, mais de justement, par exemple, courir dans un parc où il y a les hommes et les femmes. Elle expliquait qu'il y avait, par exemple, des parcs uniquement pour les femmes. Mais elle disait, moi, je ne veux pas y aller parce que je veux montrer que je suis tout à fait capable de faire tout ça malgré les codes qu'on m'impose. Et donc, voilà, je l'avais trouvée intéressante à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait chouette de montrer différents domaines où les femmes sont actives. Et donc, j'ai pensé à l'éducation et à l'art. J'y ai pas pensé tout de suite. C'est plutôt en rencontrant ces femmes que je me suis dit, voilà, c'est des domaines particuliers. Mais donc, lors de mon deuxième voyage, j'ai eu la chance de rencontrer Massa, qui est donc cette enseignante et qui est persuadée que et pour avoir assisté à ses cours, je la comprends, qui dit, voilà, c'est grâce à l'éducation qu'on peut changer les mentalités. Et elle enseignait la pensée critique. Si je peux raconter une anecdote, à un moment, on est en classe, il y a cette petite fille, c'était différents niveaux, elle donnait des cours d'anglais. Il y avait une fille très jeune, 7 ans, je pense, qui dit...
on parlait des tabous en Iran. Et elle dit oui, mais je suis sûre que les hommes sont plus doués en maths. Moi, je suis nulle en maths. Et du coup, Massa dit mais pourquoi les hommes seraient plus doués en maths que... Enfin, elle essaie de la challenger, en fait. Elle disait, bah oui, moi, j'y arrive pas. Et c'est toujours les hommes qui ont des meilleurs points dans ces branches-là. Et là, Massa a dit, attends une seconde, et elle est allée chercher sur Internet l'article qui représentait en fait cette jeune femme iranienne qui a gagné le prix des mathématiques. J'ai oublié son prénom, et qui malheureusement est décédée. Mais en fait, on en a beaucoup parlé. Et du coup, elle a sorti l'article en disant « Ah bon, les femmes sont nulles en mathématiques, regarde, elle est en plus iranienne. » Et voilà, tout de suite, ça permettait de challenger ses étudiantes. Et voilà, ça m'avait marqué. Je l'ai suivie dans son quotidien. Et la dernière personne, c'est grâce à une... Donc Zahra, c'est une artiste peintre qui peint du nu et qui est évidemment interdit en Iran. Mais il y a énormément de choses qui se passent plutôt underground, on va dire. Et je l'ai rencontrée grâce à une activiste ici en Belgique, Ferry Malek, qui est très connue aussi parce qu'elle a créé un festival de femmes réalisatrices. Et donc, elle est iranienne, elle connaissait beaucoup de monde en Iran. Et quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit « J'ai quelqu'un à te présenter. » Et voilà, donc c'est de contact à contact. Et je les remercie parce qu'elles m'ont vraiment ouvert leur porte en m'accueillant chez elles pendant plusieurs semaines pour documenter leur vie quotidienne qui peut... Enfin, parfois, c'était un peu difficile de photographier ça parce qu'il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut être intéressant de photographier mais c'était ça aussi que je voulais montrer, en fait. J'adore les scènes de vie quotidienne, quoi. Le banal. Voilà. Du coup, tu dormais chez elles, chez chacune d'entre elles, tu dormais? Ouais, okay. Je trouve que c'est hyper important d'avoir accès à ces moments intimes du quotidien. Il y a une photo de Massa où je suis littéralement au milieu d'une dispute entre elle et son copain qui sont... Enfin, c'est pas une grosse dispute, c'était un débat. Ils sont sur le lit et ils m'oubliaient complètement. Et je pense que si on dort pas chez les personnes, si on va en venir après, mais d'où la difficulté de la pandémie en ce moment. Mais je veux dire, c'est la clé de la confiance aussi. Au début, je prends pas toujours des photos. C'est vraiment apprendre à se connaître et finalement, en fait, toutes ces femmes sont devenues mes amies. Et parce que si je peux dire une belle consécration de ce projet, c'est qu'il a pas mal tourné. Et il a récemment, encore l'année passée, il a été exposé à Bruxelles. Et en fait, Massa maintenant vit en Allemagne. Et donc, elle a pu venir assister à l'exposition et surtout la commenter. Donc, pour les gens qui sont venus la voir, c'était incroyable. Et c'était trop gai de voir son évolution parce qu'il y a eu quelques années entre-temps. Et elle racontait son parcours. Et parce que ça aussi, c'est une réalité de l'Iran. Il y a une réelle fuite des cerveaux. Enfin, toutes des personnes qui du coup, partent vivre ailleurs. Et voilà. Juste dans les 3 femmes que j'ai suivies, il n'y a que Zahra qui disait qu'elle voulait rester et qui est restée. Gunay, elle est partie au Canada, par exemple. Ok. Et concrètement, pour créer ce lien de confiance, tu restais combien de temps chez chacune d'entre elles? Je restais combien de temps? Ça dépend. Là, je suis restée 1 mois. En tout? En tout, pour ce projet-là. Donc, avant, il y avait eu 2 semaines, là, puis il y a eu 1 mois. Et c'est court, en fait, quand on y repense. Mais c'est sûr que comparé à un reportage de 3 minutes en vidéo, qui est fait en une après-midi, c'est sûr que ça paraît long. Mais pour moi, c'est pas encore ce que j'appelle du long terme, quoi. Ouais. Mais en tout cas, oui, j'ai pu essayer de passer au moins 1 semaine avec chacune. Et après, encore plus de temps. J'ai passé plus de temps avec Massa, par exemple. On est devenus très très proches et du coup ça se ressent aussi dans mes photos. Je crois que j'ai eu accès à plus de scènes de vie que peut-être avec Gunay et Zahra, donc c'est important. J'imagine du coup que tu n'as pas fait appel à un fixeur sur place? Non, parce que à ce moment-là, premièrement j'étais étudiante, donc c'est des frais, etc. Mais c'est même pas ça, c'est juste que j'avais la chance que toutes les jeunes femmes que j'ai suivies parlaient anglais.
Et donc, on pouvait directement communiquer entre nous. Et cet ami sur place m'a évidemment facilité les choses en me présentant à des personnes qui connaissaient. Je pense que les étoiles se sont bien alignées parce qu'en temps normal, on pourrait dire mais comment tu trouves ces personnes? Mais il y a un gros travail en amont de préparation, donc à rencontrer des personnes de la communauté iranienne en Belgique qui me parlaient de gens qu'ils connaissaient. Et c'est sûr que c'était un peu un luxe en tant qu'étudiante de pouvoir avoir 1 an de préparation au Master 1, Master 2, aller sur place. Et voilà, au moins tout était un petit peu prévu, préparé. Et oui, je pense qu'un fixeur, fixeuse, enfin journaliste local ou traducteur, traductrice, c'est important quand il n'y a pas moyen de communiquer. Mais tu travailles avec eux d'habitude? Non, parce qu'en fait, là maintenant, en Turquie, j'ai tout fait pour apprendre la langue, pour justement ne pas devoir travailler, bien que je respecte hyper fort le travail de ces personnes qui sont plus qu'essentielles dans de nombreux reportages. Mais pour moi, c'est hyper important d'être en contact direct avec les personnes que je suis. Généralement, comment est-ce que tu trouves tes sujets de reportage ? En fait, l'Iran a été un peu un travail précurseur de cette envie de mettre la lumière sur des femmes actrices du changement ou la résilience de certaines femmes en rapport en fait avec l'histoire de leur propre pays. Donc, du coup, je savais que j'avais envie de me rendre en Colombie et c'était justement... on parlait du conflit en Colombie qui a duré des années et en fait qui est les premières personnes impactées ou les plus touchées par ce conflit étaient évidemment les femmes. Et donc je me suis dit avec cette amie Émilie Dejas avec qui on est parti, on s'est dit ce serait intéressant de continuer un peu comme le projet en Iran, suivre 3 femmes, et de là est venue l'envie de rencontrer des personnes actives dans la société colombienne. Et une étape clé, c'est je trouve importante, c'est se renseigner sur qui est en Colombie, dans mon entourage, ou voilà. Et j'ai rencontré une femme colombienne, mais qui avait vécu en Belgique. Et directement, en fait, à table, on discute et on lui demande, tiens, pour toi, quelles sont les initiatives, les projets qui méritent d'être mis en lumière, créés par des femmes et donc, c'est comme ça qu'elle a parlé de cette prison et de ce projet de restaurant interno, en fait, où les femmes pouvaient travailler, les femmes prisonnières pouvaient travailler et être en contact avec le reste de la société, gagner de l'argent, réduire leur peine. Donc, quand on en nous a parlé, je me suis dit, oui, ça a l'air bien, mais je me rendais pas compte à quel point c'était une initiative merveilleuse et ça méritait d'être connu, vu que je pense que beaucoup de prisons mériteraient de faire ce genre de restaurant, en tout cas de projet social, quoi. Merci pour tous ces détails sur ces reportages. Alors, en 2018, tu as remporté la bourse Vocatio pour réaliser un projet, et 2 ans plus tôt, tu étais primé au Festival Visa pour l'image avec le prix Mentor, je ne sais pas comment on dit. Du coup, comment gères-tu ces participations à des concours et à des bourses, sachant que ça peut être très chronophage? Est-ce que c'est très important aujourd'hui dans ta carrière? Oui, c'est quand même limite essentiel parce que ça permet de financer des projets qui certainement existeraient, mais prendraient beaucoup plus de temps avant de trouver les fonds. Et notamment la bourse Vocatio, c'est un tremplin parce que c'est quand même une somme importante, c'est 10 000 € et tout le monde peut participer. C'est pas juste une bourse dédiée aux photographes, mais ça permet en fait de soutenir une vocation. Et moi, dans mon cas, j'expliquais que c'était dur de vivre uniquement de la photo et que la Vocatio permettait en fait de me dire pendant 1 année, voire plus, je peux être tranquille et pas devoir faire de travail à côté et me consacrer uniquement à la photo et à certains projets. Et par contre, c'est vrai que l'application à ces bourses, ou ces prix, ça prend du temps. Comme tu dis, c'est compliqué et parfois c'est beaucoup d'énergie alors qu'il n'y a pas toujours de retour. Moi, j'ai eu de la chance, effectivement, d'avoir eu des retours positifs et d'avoir eu cette bourse. Mais il y a un moment où on se lasse. Et je pense qu'au début, j'étais pleine de motivation. C'est pour ça que j'ai participé à plusieurs compétitions, prix, bourses.
mais aussi parce que j'avais des projets qui, je pense, permettaient en fait d'avoir une sorte de garantie en disant ce projet en Iran, il a plu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de projets sur l'Iran, parce que c'était un angle différent. Je pense que maintenant, faire ce genre de projet aurait peut-être moins d'intérêt. Et du coup, à l'époque, je pouvais me servir, avoir ça comme portfolio pour essayer d'avoir accès à certains prix. Et actuellement, j'ai l'impression que j'ai moins de projets sur le long terme ou qui valent la peine d'être présentés. Donc, je me consacre moins à ces bourses parce que j'attends de produire quelque chose de plus important. Et c'était aussi pour ça que j'avais sollicité la Vocatio, c'est faire un projet sur le long terme, sur 1 an, 2 ans. Et puis, une fois que ce projet sera terminé, je pourrais aller présenter à différentes compétitions, parce que c'est ça aussi, c'est souvent dans ces bourses, on demande qu'est-ce qu'on a fait précédemment, est-ce qu'on a déjà commencé des projets, est-ce qu'on peut... ça demande énormément d'organisation et d'énergie, et je l'y avais au début, et là je dois avouer que j'ai un peu mis sur pause, mais je pense que c'est essentiel pour arriver à financer certains projets, quoi. Cartier-Bresson disait que pour faire une bonne photo, il faut être disponible. Alors, on sait qu'il faut être disponible émotionnellement, ça c'est un fait, on y reviendra un peu plus tard, mais aussi disponible physiquement et mentalement. Du coup, j'imagine que j'imagine que dans ta vie de photojournaliste, ça occupe la majeure partie de ton temps. J'ai une première question. Comment est-ce que tu arrives à gérer une disponibilité pour ta vie privée ? Est-ce que tu as dû faire des concessions ? Simplement aussi, là, le fait de vivre à l'étranger est en soi une concession parce que je suis loin de ma famille, et que c'est un choix, évidemment, mais je dirais pas que je le fais uniquement pour le travail, mais en grande partie. Et parce que c'est déjà juste hyper intéressant de vivre à l'étranger en tant que tel, et après, en plus, avec l'expérience de photojournaliste sur place. Mais non, dégager du temps pour la vie privée, ça va, mais c'est sûr aussi, le plus dur, c'est dans la balance, quand je rate un moment important de personnes que je suis en train de suivre ou d'idées de projets, et c'est savoir aussi à quel moment il faut se rendre disponible, qu'est-ce qui vaut la peine d'être couvert ou pas. Parfois, il y a le moment de se dire, j'avais prévu ça la semaine prochaine, et en dernière minute, 2 jours avant, voire la veille, le jour même, on me dit, tu pars là, t'as telle commande, parce que c'est jamais très organisé, évidemment, quand il se passe quelque chose, mais c'est même pas lié que à l'actualité, ça peut être en un coup, un média qui a besoin, il s'organise toujours en dernière minute, et donc, du coup, faut pouvoir saisir ça, mais ça fait que c'est difficile dans la vie, ma vie personnelle, d'avoir une stabilité, parce qu'en fait, je sais jamais de quoi le lendemain sera fait, et donc tu seras dans un mois. Voilà, c'est ça. Aucune idée. Et parfois, c'est de se laisser porter, mais c'est pesant aussi, parce qu'on peut rien organiser. Je sais pas, là, je pense que j'ai quelques mariages, des amis qui se marient. Et à chaque fois, je disais, je sais pas si je vais pouvoir venir, ce sera surprise, mais bon, ces personnes, ils ont besoin de s'organiser, de commander le traiteur, les machins, et je sais que je dénote avec ça. C'est difficile de prévoir quelque chose. En parlant de projet et en parlant de vie de freelance, aujourd'hui, la proportion de tes revenus qui vient de la vente de tes reportages, c'est 100% de tes revenus ? Oui, si on enlève là la pandémie, effectivement, oui, c'est 100% de mes revenus. Maintenant, c'est toujours... dur de planifier quoi que ce soit. Il y a vraiment des commandes qui tombent en un coup et auxquelles je m'attendais pas du tout, ou alors des projets qui fonctionnent bien, qui sont publiés, mais je dois quand même avouer que oui, je vis du photojournalisme parce que je vis en Turquie. Okay. Et ce serait plus dur ici en Europe ou en Belgique ? Je pourrais pas être freelance en Belgique. Ok. Financièrement, ce serait impossible. À cause de la presse qui va mal ? Ou la concurrence ? Non, je pense que simplement le coût de la vie est hyper élevé en Belgique. Ouais. Et non, parce que la concurrence, elle est très forte en Turquie. Il y a quand même, il y a beaucoup de journalistes qui sont basés là-bas, beaucoup de photographes. Je pense que la clé aussi, c'est si on se base quelque part, c'est un endroit où il n'y a pas trop de photojournalistes ou de photographes. Et là, moi, pour le coup, c'était un coup de cœur, cette ville, donc, ce pays, donc j'ai pas trop réfléchi.
Mais après, la vie coûte 10 fois moins cher en Turquie qu'en Belgique, donc ça permet de beaucoup mieux composer et de m'en sortir. Là, je pourrais pas être freelance, c'est ça que je veux dire, en Belgique. Je m'en sortirais pas financièrement. Toi, tu te vois où dans 10 ans, sachant que la presse va de plus en plus mal et que je sais pas si c'est raisonnable de penser que le photojournalisme est loin d'être mort, sachant que les budgets pour les photojournalistes sont de plus en plus amoindris. C'est quoi ton avis là-dessus et comment est-ce que tu te projettes toi dans 10 ans? Je pense que les budgets sont de plus en plus faibles, surtout dans la presse, par exemple française ou belge, voilà, c'est encore un autre truc, mais je veux dire, moi, mon objectif, ce serait surtout de pouvoir travailler avec des médias américains ou en tout cas des plus gros médias, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein, mais qui ont un budget alloué aux photojournalistes, en commande, etc. Mais même ces budgets-là, on a parfois l'impression de se dire travailler pour New York Times, c'est incroyable, mais le prix de la commande par jour n'est pas non plus... mirobolant, quoi. Donc c'est sûr que c'est dur de vivre de ça, mais moi dans 10 ans le rêve ce serait de pouvoir avoir des médias avec qui il y a une relation vraiment, sur qui je peux compter. Dès que j'ai une idée de sujet, on peut me faire confiance, et ça ça fait plus ou moins 5 ans que je suis dans le milieu, et c'est que maintenant que je commence petit à petit à avoir des relations avec certains médias. Et je dois dire que c'est beaucoup plus simple d'avoir des relations avec des médias belges, par exemple, où je suis un petit peu plus reconnue, ou en tout cas le contact se fait beaucoup plus facilement. Et c'est ça toute la difficulté de travailler avec des médias qui ont des budgets. Par exemple, les Allemands, c'est incroyable. Du coup, on a eu notre reportage sur la prison, le restaurant Interno qui a été publié dans Stern. C'est un autre budget, c'est merveilleux, il y a un réel soutien en fait. Il y a aussi des réponses aux mails qu'on envoie, alors que... Mais bon, ça prend du temps de développer ça, et là maintenant, j'aimerais en tout cas avoir une certaine fidélisation avec les clients, les médias avec qui je travaille. Et je pense notamment, là j'ai eu récemment un reportage publié dans Médor sur les jeunes femmes qui portent le foulard en Belgique et qui souhaitent avoir accès à l'éducation. Et en fait... ce reportage, c'était mon idée, mais c'était merveilleux de pouvoir trouver un média comme Médor qui puisse le publier. Et depuis, je sais que voilà, il y a un échange. Je peux pouvoir leur proposer d'autres sujets. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de pouvoir trouver des rédactions sur qui on peut compter, en tout cas qui nous font confiance. J'ai envie de parler d'une thématique qui concerne tous les photographes et surtout les photojournalistes. C'est l'émotion et surtout la gestion des émotions, et comment gérer aussi l'implication personnelle lorsqu'on fait des reportages. Je ne sais pas si tu connais Eddie Adams, c'est un photographe qui a gagné le World Press Photo en 69. Il disait « Les photographes restent l'arme la plus puissante du monde ». Alors, on sait qu'une photo qui véhicule une émotion intense peut être un véritable levier pour faire bouger les choses dans la société. Elle peut être une arme émotionnelle, mais la création de ce levier a forcément un coût émotionnel aussi. Du coup, quel est, selon toi, le juste milieu ? C'est important de pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on travaille sur tel sujet et pourquoi ça nous prend comme ça aux tripes, etc. Et sans émotion, je pense que le sujet ne sera pas fort. Enfin, si on le fait juste parce qu'on sait que c'est un sujet qui va se vendre, je trouve que ça se voit tout de suite dans le reportage, surtout en photo, que... c'est pas très authentique, pas très... Et donc, concrètement, je sais pas s'il faut prendre de la distance. Alors, en tout cas, moi, j'en prends pas. Tu t'appliques à fond. Oui, c'est surtout que le plus important pour moi, c'est que les projets que je fais soient utiles aussi à ces personnes. Parce que sinon, on voit tout de suite, s'il n'y a pas un travail collaboratif qui se fait, alors la relation elle est moins forte, et donc les photos sont moins fortes, et c'est pour ça que les émotions, pour moi, si j'étais de glace, de marbre, après il y en a des photographes comme ça, moi c'est vraiment pas ma démarche. Le plus important, c'est justement qu'il y a un échange. Et du coup, il m'arrivait plein de fois de pleurer alors que la personne était justement en train de pleurer. Je mettais pas du tout de distance, d'être émue, de pas savoir comment réagir. Par exemple, on parlait des féminicides. Et sujet très fort finalement. Comment ouais, c'est quoi le juste milieu, quoi?
Bah, ça m'affecte moi aussi. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce projet-là. C'est parce que suite à justement un rassemblement qu'il y a eu à Istanbul pour le 25 novembre, donc la journée internationale contre les violences faites aux femmes, il y a des familles des victimes qui étaient rassemblées pour parler du calvaire qu'elles vivent, parce que en plus d'avoir perdu une femme, une sœur, une fille, une mère, ces familles doivent se battre pour obtenir justice, en fait, pour ces familles, c'est très important que le meurtrier soit en prison, et c'est malheureusement vraiment pas le cas assez, et beaucoup de féminicides sont déguisés en suicide, et donc il y a vraiment tout un combat pour la justice. Et moi, ce jour-là, quand je suis allée pour photographier, mais aussi prendre du son, les mots de ces familles me percutaient mes oreilles. Enfin, c'est pas possible de garder de la distance. Et c'est aussi très dur en tant que photojournaliste de savoir est-ce qu'on veut faire revivre ces moments. Donc je me rappelle, à ce moment-là, je me suis dit, d'un côté, j'ai envie d'aller parler à Ezra, qui est une jeune femme que j'ai suivie pour mon projet sur les féminicides, qui parlait de sa sœur, Merve Kotan, qui a été tuée par son ex-petite amie. Et en fait, je me disais, mais elle témoignait en pleurs lors du rassemblement. Et moi, j'hésitais à aller lui parler après, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de lui faire revivre cette discussion où elle est évidemment hyper touchée, et en même temps, est-ce que peut-être elle a envie de témoigner? C'était vraiment le dilemme dans ma tête. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cette conscience de me dire, mais est-ce que c'est pas trop dur pour ces personnes? Est-ce que je dérange? Ouais. Alors que je sais que beaucoup de journalistes ne se poseraient pas cette question, mais moi, c'est vraiment je veux pas être intrusive, je veux pas... parfois, j'ai peut-être raté certaines informations à cause de ça, je sais pas, mais en tout cas, là, j'étais dans ce dilemme, et puis, à un moment... ce qui m'a fait changer d'avis quand même, c'est que elle tenait la photo de sa sœur entre les mains, et en dessous, il y avait le slogan en turc qui veut dire « Nous ne resterons pas silencieuses ». Donc je me suis dit, bon, je vais quand même aller lui parler. Et en fait, c'était dingue, parce que à la fin, elle m'a remerciée en me disant, c'est hyper important ce que tu fais. Limite, elle m'a confié une mission de commencer à travailler sur ce sujet. Et je me suis dit, comme quoi, on ne sait jamais. Parfois, on croit qu'il y a des barrières. Mais je lui ai dit directement que moi, je me sentais un peu mal à l'aise à aller lui parler, que si elle n'avait pas envie de me parler, que je comprenais tout à fait. Mais... voilà. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu suis des familles de migrants, ou quand tu suis des femmes dont la famille ou dont les proches ont été tués, quand tu rentres chez toi après ça, tu te dis, est-ce que tout ça te donne encore plus la niaque et te dit, il faut que je continue mon boulot impérativement parce qu'il a une vraie utilité? Ou est-ce que plutôt tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fous? Je dérange et je suis un poids pour ces familles. Enfin, j'imagine que tu te dis pas ça, mais tu vois, comment est-ce que tu gères toutes ces émotions quand tu rentres chez toi et que tu es seule? Je dois avouer que là, à la frontière gréco-turque, c'était trop d'émotions. Ça se passe très vite, c'est très dur, ouais, je pense que on a tendance, moi j'ai tendance à essayer de refouler, mais c'est bête, mais par exemple, il y avait tout le temps, toutes ces familles faisaient des feux en fait dans la forêt pour essayer d'avoir un peu chaud, etc. Et puis tu rentres chez toi, t'as toujours l'odeur en fait des feux, de la braise sur toi, et encore. Quelques mois plus tard, on fait une sorte de barbecue avec des amis, et directement, j'ai eu le flash de repenser à ça. Donc ça revient dans ta vie un peu de tous les jours. Et pour nous, mais j'estime toujours que moi, c'est un moment que j'observe de la vie de certaines personnes qui peut être extrêmement injuste. Donc j'ai pas le droit de dire... je sais pas, je ne me laisse pas trop... comment on dit ? Je suis extrêmement touchée, mais je vais pas dire c'est trop dur, j'arrête. Non, je pense que l'important, c'est qu'on parle de tout ça. Mais pour le côté, est-ce qu'on peut être un poids pour certaines personnes, justement, c'est là d'où l'importance de faire une sorte de travail collaboratif. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que les travaux dont je suis le plus fière, c'est, comme j'ai dit, où ça a bénéficié aux personnes, où les personnes que j'ai suivies étaient tout aussi fières d'être représentées
et qu'on ait fait ce travail ensemble. Typiquement, là, le travail sur les jeunes étudiantes qui portent le foulard, je sais que c'était un manque dans les médias mainstream d'entendre la parole de ces jeunes femmes, et elles m'ont toutes remerciée, même si c'est pas ça que j'attends à la base, mais en fait, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile. Exactement. Et je pense que c'est même ce genre de projets qui sont les plus importants pour moi. Quand je suis partie en Iran, toutes les femmes m'ont dit « Ah, mais enfin, on va montrer autre chose que l'image stéréotypée qu'on a de la société iranienne ». Donc, pareil sur la communauté syrienne, finalement, c'est un autre point de vue que simplement tout ce qu'on entend. Je crois que c'est important pour moi de montrer autre chose avec mon propre regard, c'est sûr, mais surtout de donner la parole ou de donner à voir et à montrer les réalités d'autres personnes. Voilà, d'être d'utilité publique finalement, et pour la société et pour ces femmes. J'espère, c'est un but en soi, mais voilà, que je développe plus de projets qui soient effectivement utiles. Mais je crois que c'est un peu le rêve de tout journaliste, photojournaliste, d'avoir un impact. Moi, je pense que l'impact que je préfère, c'est comme je l'ai dit, c'est que pour les personnes qui sont dans mes reportages, il y ait vraiment une utilité au projet qu'on construit ensemble finalement. Je reviens juste sur ce projet en Iran. Je voulais te poser la question et j'ai oublié. Est-ce que tu as réfléchi au côté finalement peut-être anonymat pour ces femmes qui bravent la loi finalement? Est-ce que tu en as parlé avec elles? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. C'est évident que jamais je voudrais mettre en danger en fait les personnes que je photographie. Donc l'anonymat, c'est hyper important. Enfin, je me rappellerai... j'expliquerai après quelque chose que j'ai fait en Turquie pour préserver l'anonymat d'une jeune femme. Mais en Iran, pour le coup, j'ai vraiment demandé, insisté, parce que j'avais fait signer aussi des papiers pour l'accord. Et est-ce que c'est un risque pour vous? Et en fait, toutes les trois disaient non, ça ne l'est pas. Et il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est sûr que si elle m'avait dit qu'il y a un problème, l'anonymat doit être préservé. Mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Parfois, les personnes photographiées ne se rendent pas compte que ça peut être un danger. Mais vraiment, moi, c'est un point d'honneur. C'est tout travail avant qu'il soit diffusé, qu'il soit montré. Pour le coup, évidemment, je leur ai envoyé. On a discuté de quelles photos... pouvait être montré ou pas montré, qu'est-ce qui devait être modifié. Par exemple, j'en ai fait un MOOC en fait aussi, où j'ai écrit, et il y a du graphisme, etc. Et j'avais utilisé leur carte d'identité pour jouer avec le contraste entre leur portrait et les cartes d'identité. Et évidemment, j'ai changé les numéros. Et tout ça, ça se fait aussi à l'aide de personnes qui, du coup, parlent farsi, qui voient les chiffres. On en discute, qu'est-ce qui peut être un problème. Je me rappellerai toujours d'une photo, sans vouloir trop rentrer dans les détails pour justement pas porter préjudice, mais qui vraiment aurait pu être un problème. Et heureusement, une des femmes me l'a fait remarquer, et c'est évident qu'on ne le met pas dans le projet. Donc, voilà. Après, en Turquie, c'est l'exemple que je voulais donner. À un moment, j'avais interviewé une femme qui a toujours été en faveur de l'AKP, donc le parti au pouvoir en Turquie, et qui a décidé de ne plus l'être lors du référendum pour le changement de la Constitution. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'avais fait son portrait. Et en y réfléchissant petit à petit, je me suis dit, cet article, il va quand même être sur le web. Et donc, il va être vu. Et je sais que sa famille n'acceptait pas sa décision lors du référendum. Et je me suis dit, c'est bête, pourquoi faire une photo où on voit clairement son visage? Pourquoi pas faire une où en tout cas, elle n'est pas identifiable? Et je suis retournée, et elle disait, mais non, c'est bon, ce portrait, tu peux le diffuser. Je lui disais, écoute, non, je m'inquiète pour toi, donc autant faire une autre photo. Et je pense que c'est notre responsabilité à nous, en tant que photographes, de ne surtout pas mettre en danger les personnes qu'on photographie. Bien sûr. Mais je suis content de t'avoir posé la question. Je reviens par rapport à la thématique de l'émotion et de la gestion des émotions. Cornel Capa, qui est le frère de Robert Capa, et je pense que tout le monde le connaît avant tout comme le frère de Robert Capa, malheureusement, malgré les photos incroyables qu'il a réalisées. C'est comme la femme de Robert Capa. Tout à fait. Oui. Donc Cornel Capa a inventé l'expression que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert en préparant ce podcast, l'expression « concerned photographer », photographe concerné. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais il l'a inventé pour décrire les photographes qui ont manifesté dans leur travail une impulsion humanitaire à utiliser les photos pour éduquer et changer le monde, et pas seulement pour le documenter.
Alors en lisant cette définition et cette description, j'ai reconnu ton travail et ta démarche directement. Est-ce que tu connaissais d'abord l'expression concerned photographer? Ouais, moi je l'ai découvert. Tu me l'apprends. Je l'ai découvert hier aussi. Voilà, tu es concerned photographer à mon avis. Penses-tu t'y retrouver? C'est un objectif, c'est sûr. Maintenant, est-ce que les travaux que j'ai faits sont assez importants? Je pense qu'autour de moi, il y a assez de photojournalistes talentueux, talentueuses qui ont fait des projets qui ont changé, marqué les sociétés. Le plus beau, je pense, c'est quand un projet est utilisé dans le cadre même d'un procès ou en tout cas permet de changer l'histoire ou en tout cas d'avoir un impact réel. Moi, là, pour le moment, je pense que c'est vraiment à petite échelle ce que j'ai produit. Mais par rapport à ça, c'est sûr que si mon travail peut aider à contribuer à un changement de mentalité ou à un impact positif, c'est voilà, j'en suis super fière mais pour le moment, j'en suis qu'au début de ma carrière, donc voilà, c'est un objectif à suivre. Bien sûr, on souhaite qu'elle soit longue en tout cas ta carrière. Bon, du coup, quelle est selon toi la qualité la plus importante qu'un photojournaliste doit avoir? Je dirais que la qualité la plus importante, c'est l'honnêteté. Ok. Je pense qu'on parle beaucoup d'objectivité et d'ailleurs, on en avait discuté avec Roger Job, qui était un peu mon mentor, aussi un photojournaliste. J'admire beaucoup son travail. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'objectivité parce que c'est impossible. En fait, on a toujours un regard, un cadrage, mais l'honnêteté vis-à-vis des personnes qu'on suit et vis-à-vis aussi des lecteurs, lectrices, des personnes qui vont regarder notre travail. L'honnêteté, c'est primordial, mais il en faut beaucoup, je pense, des qualités relationnelles, je dirais aussi. Mais ça, c'est en général pour pouvoir avoir accès à certaines informations. C'est hyper important d'être juste, honnête. Voilà. Mais du coup, en répondant l'honnêteté, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup trop de photographes ou photojournalistes malhonnêtes dans le milieu? Je me sens coincée, mais... Non, mais c'est vraiment pas une question piège, c'est parce que... Oui, je pense que j'ai entendu, j'ai pu voir des pratiques très malhonnêtes. Typiquement, je parlais là de la frontière gréco-turque et je pense que c'était un événement, donc comme on dit, très rapide, d'actualité, mais j'ai réussi à avoir accès à des moments privilégiés et de rencontrer, de pouvoir connaître l'histoire de certaines familles en passant du temps avec ces personnes. Et je sais pas, c'est une scène qui m'avait marquée et pourtant il y en a énormément parce que ça dépend des pratiques du journalisme. Je pense que en général la TV ou en tout cas les équipes en TV sont... il y a beaucoup de mise en scène, c'est souvent parfois accepté ou voulu, je sais pas, mais pour moi, j'ai pas envie de tromper le réel et surtout pas envie de faire vivre aux personnes que je suis comme j'ai dit plusieurs fois, des scènes difficiles. Et c'était dingue, ça m'avait tellement choquée à cette frontière. Donc à un moment, toutes les familles croient que la frontière s'ouvre, courent dans la zone tampon et finalement se font gazer, courent en arrière et donc une des familles avec qui j'étais proche perd un de leurs petits garçons et donc je les retrouve en pleurs, juste avec la chaussure du petit en disant on sait pas où il est, etc. Donc c'était un moment horrible et puis là la maman est en pleurs et là arrive, donc c'était le lendemain où il y avait déjà beaucoup plus de médias. Et encore, nous, on était là depuis toute la nuit, toute la matinée, donc on avait eu accès à des moments sans trop de médias. Et là, en un coup, une équipe TV voit cette maman pleurer et me pousse en disant « Vous pouvez encore pleurer, vous pouvez la refaire ». La recherche du sensationnel, quoi. Ah ouais, c'était d'un horrible... j'étais là, mais attendez, là, il y a quelque chose de plus important que ça. Et surtout, c'est tellement intrusif, quoi. Et après, voilà, oui, je pense malheureusement qu'il y a trop de malhonnêteté. Il y a cette recherche du succès, cette recherche de avant tout, moi, je veux que mon travail soit connu. Et moi, Donc finalement, si on revient à la thématique de départ qui est l'émotion et la gestion des émotions, si on fait
la corrélation là, entre ce que tu viens de dire et la thématique, c'est qu'on pourrait dire que ces photographes ou ces journalistes malhonnêtes ou en recherche de sensationnel ont réussi, mais je ne dis pas que c'est une bonne chose, ont réussi à se détacher complètement de toute émotion, quoi. Je pense que ouais, c'est surtout ils sont comme portés par l'envie d'avoir un travail comme tu dis sensationnel et en fait c'est pas leurs émotions qui mettent entre parenthèses, c'est les émotions des gens qui filment ou qui photographient ou qui s'interrogent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le milieu du journalisme. C'est pour ça que tu me disais, pourquoi photojournaliste, pourquoi pas photographe documentaire? Peut-être que petit à petit, je dirais plus documentariste parce que ça, c'est une réalité du journalisme que je déteste et j'ai envie de m'en éloigner, évidemment. Voilà. Après, juste pour parler des émotions, elles peuvent se faire dans les deux sens, c'est-à-dire je voulais donner l'exemple d'un reportage que j'ai fait, que je continue à faire sur la polarisation en Turquie, notamment aussi grâce à la bourse Vocatio. Donc j'avais un peu l'envie de travailler sur pourquoi cette société est si politisée, polarisée, divisée. Et en fait, je voulais montrer différentes familles dans différentes régions de la Turquie avec différentes idéologies politiques, religieuses, etc. Et j'ai commencé par le moins facile, c'est-à-dire une famille du MHP, donc c'est vraiment, on peut dire, l'extrême droite en Turquie. Et j'avais peur de ne pas du tout être acceptée en tant que étrangère. Et en fait, non, cette famille m'a très bien accueillie, mais là, pour le coup, c'est moi qui ai eu du mal à gérer mes émotions parce que... c'est des valeurs que je ne cautionne pas. Et je sais que c'est important justement tous ces reportages qui sont faits sur, comme on dit, c'est même de l'investigation, etc. C'est important d'apprendre à comprendre ces types d'idéologies, de valeurs. Mais moi, en fait, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que c'est ça qui est important dans le photojournalisme, c'est pourquoi en fait je veux raconter ça et pourquoi moi. D'ailleurs, dans tout bon pitch, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant et c'est toujours difficile de le faire. Et moi, je me disais, moi, ce que j'aime bien me battre contre, en tout cas, les injustices, en tout cas, mettre en valeur des initiatives plutôt soit positives, mais en tout cas qui permettent de changer quelque chose. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais changer avec ce reportage? Alors oui, d'un point de vue sociologique, c'est super intéressant. Mais je me suis vraiment, à un moment, sortie de la pièce en me disant, mais pourquoi je fais ça? Et donc là, j'ai mis un peu une pause à ce sujet, bien que je sais, toi, typiquement, je sais que, j'ai montré mes photos à plusieurs... marcher. Ah ouais. Et c'est ça le plus dur, parce que je sais qu'il y a un intérêt pour ce reportage. Et les photos que j'ai faites sont intéressantes, alors que pour le coup, je n'étais pas proche, tu vois. Mais j'ai eu accès à des choses incroyables. Mais moi, j'ai du mal, j'arrive pas, donc je l'ai mis de côté. Et tu penses le reprendre un jour? Ouais, je pense, mais d'une autre manière. Là, pour le moment, j'ai vraiment envie de travailler sur la jeunesse en Turquie, et plutôt avec un collectif aussi de femmes photographes turques. Et à plusieurs, je pense qu'on aura plus de force à faire face à ce type de sujet. Et en fait, avec l'angle de la jeunesse, j'aurai quand même une meilleure identification. Donc, plutôt que juste, en général, les familles, je me dis que la jeunesse, pour le moment, c'est très important parce que l'AKP, donc le parti au pouvoir, est là depuis plus de 18 ans. Et donc, pour les jeunes qui vont voter aux prochaines élections, alors on ne sait pas quand ce sera, c'est censé être en 2023, on imagine qu'il y aura des élections anticipées, comme toujours en Turquie. Et du coup, je sais que tous les partis là disent il faut qu'on arrive à avoir cette nouvelle génération comme électeurs, électrices. Et du coup, moi, j'ai envie de travailler là-dessus et donc continuer, peut-être aller voir des partis d'extrême droite ou quoi, mais en essayant de les comprendre, mais avec ce prisme plus de la jeunesse, peut-être que ça donnera une nouveauté et ça me permettra de m'y remettre. Alors, je vais faire ici aucun jugement par rapport à la photo dont je vais parler. Je sais juste que je vais en parler parce que je sais qu'elle a fait débat et polémique et je voulais avoir ton avis sur le sujet. Donc, en 2015, Le Monde il a été choqué de découvrir la photo prise par la photographe turque, justement, Nilüfer Demir, qui a pris la photo du corps sans vie du petit Hélène Kurdi sur la plage. Cette photo a créé une véritable onde de choc à travers le monde.
D'abord, première question, quel est ton avis sur cette photo en particulier ? Elle représente une réalité qui a été trop souvent masquée, pas entendue. Enfin, en 2015, c'est vraiment une crise. On dit toujours la crise des réfugiés. Je pense que non, il faut dire la crise de l'humanité, de l'Europe, en fait. Europe forteresse qui ne veut pas accueillir les réfugiés. Et donc, du coup, si elle a énormément marqué, elle a fait prendre conscience à beaucoup de gens de cette réalité. Maintenant, après, il y en a eu plein encore des photos comme ça de réfugiés encore actuellement dans la Méditerranée. C'est un vrai cimetière, malheureusement. Et il y a plein de travaux journalistiques sur ce sujet. Et malheureusement, oui, je dirais qu'on n'en parle pas assez, on ne veut plus en parler, ou pourquoi cette photo de Alan Kurdi a plus choqué, impacté, sûrement parce que c'était la référence à un enfant, que elle est touchante tout en étant... c'est pas non plus... c'est vraiment dur, mais... En fait, elle a aussi fait polémique dans l'autre sens. Évidemment, elle a touché énormément de gens, mais beaucoup de gens aussi lui reprochaient d'être très voyeuriste. Et donc, c'était le sujet de ma deuxième question. C'est, pour toi, est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans ce fameux voyeurisme ? Bien sûr. Bien sûr. Et je pense que ça se travaille parce qu'on est habitué, en fait, à montrer de plus en plus de photos choquantes. Le voyeurisme, ce sujet, on en a beaucoup parlé aussi lors de, je sais pas, des photos d'attentats. Alors, il y a tout un débat là-dessus, sur des victimes qu'on montre ensanglantées. Est-ce que c'est nécessaire ? Alors, on va les montrer d'office quand c'est dans certains pays, mais quand c'est en Europe, peut-être qu'on va pas les montrer, ou en tout cas, ça fait polémique. Je pense qu'il faut essayer toujours de se demander est-ce qu'on aimerait être représenté, nous, comme ça ? Et à quel moment... c'est vraiment un débat, je pense que les rédactions doivent avoir avec, en se disant est-ce que cette photo va être utile pour la société, pour la compréhension, ou est-ce qu'elle est trop choquante ? Je pense que c'est important de montrer peut-être en suggérant, pas toujours en choquant, parce que sinon, je le constate aussi dans mon entourage, des personnes qui ne vont plus suivre par exemple, certains conflits, parce que c'est des réalités, en tout cas en photo ou en images trop choquantes. Donc, je pense que c'est important de parler de tout ça et parfois de trouver d'autres moyens que l'image de personnes ensanglantées. Maintenant, c'est une réalité, et quand on parle de guerre, je pense qu'il faut pouvoir aussi le recevoir. Ouais, c'est vraiment une question complexe. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce qu'il y a une photo que tu aurais aimé prendre, une photo connue ou pas connue, mais une photo que tu as vue et que tu aurais aimé prendre, ou un événement auquel tu aurais aimé participer afin de le documenter ? Il y en a tellement, je dirais que c'est pas nécessairement une photo, c'est souvent des projets qui m'ont marqué et qui me marqueront. Là, comme ça, c'est compliqué de donner un exemple, mais récemment, un projet qui m'a marqué parce que je le trouve tellement bien pensé, c'est le travail de Ana Reyes Morales, qui est une photographe des Philippines, qui a décidé de travailler, c'est tout un projet qui a été publié dans National Geographic, sur les berceuses, et en fait on se dit les berceuses, c'est pas super visuel quand même comme projet, comment est-ce qu'elle l'a mené, et du coup c'est devenu tout un projet qui reprenait des sous-catégories. Elle a voyagé en Turquie pour parler de ces berceuses qui sont transmises par les familles syriennes à leurs enfants qui n'ont pas tous et toutes connu la Syrie, donc comment on transmet cet héritage des berceuses. Ensuite, elle est partie en Ouganda, elle est sur les mers... Ah non, pardon, c'est pas l'Ouganda, c'est le Libéria, sur les mers, les jeunes mamans, en fait, qui sont encore ados parfois, qui ont des enfants. En Mongolie, sur les enfants qui
qui sont les premières victimes aussi de cette pollution énorme là-bas. Et puis donc en fait à chaque fois il y a des sous-sujets. Aux États-Unis, c'était sur comment est-ce qu'on fait pour chanter des berceuses en plein temps de Covid alors qu'on est infirmière ou en tout cas dans le personnel soignant. Et donc c'était par Zoom, enfin par application. Et donc tout ce travail, donc qui est juste un thème très général, elle l'a traité avec différents angles. Photographiquement parlant, c'est magnifique. Et alors, en plus, il y a donc la captation sonore de toutes ces comptines, enfin berceuses. Et moi, ça m'a vraiment émue. Et je pense que ça, c'est ce genre de projet que j'aimerais un jour faire, en tout cas, où ça paraît... En fait, le sujet même paraît simple, mais en fait, il y a vraiment... C'est tellement universel, en fait. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé. Mais écoute, un immense merci d'être venu partager tout ça. J'ai une toute dernière question à te poser. Est-ce que tu as un photographe francophone, un ou une photographe francophone à me conseiller pour ce podcast, pour un prochain épisode? Une amie qui a donné maintenant pas mal de podcasts, mais j'admire aussi beaucoup son travail, c'est Chloé Charoc. Qui est francophone, du coup, française. Non, pour avoir écouté récemment plusieurs interventions de Chloé, je trouve que sa démarche et comment elle a percé dans ce milieu aussi, bon après c'est de nouveau très photojournalisme, est très intéressante. Et donc voilà. Et aussi un travail important sur les femmes, et moi ça me touche beaucoup. Donc, Écoute Marie, un immense merci. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'est une expérience particulière. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, que c'est complètement déconstruit ce que je raconte. Donc, si ça peut être utile, pour revenir avec ce mot, à certains photographes ou certaines photographes, ce serait top. Mais voilà, si des personnes ont des questions, ils peuvent toujours me joindre aussi. Ben voilà, contactez Marie Tillon par email. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Oui, alors tu parlais de mon site web que je dois absolument refaire, parce que ça on n'a pas parlé de toutes les difficultés on a encore des tonnes de choses je connais ces difficultés voilà aussi. Ça fait 1 ou 2 ans que sur un post-it traîne refaire mon site web, donc voilà, il faudrait qu'il soit bien mieux construit, mais j'ai un site web, j'ai un Instagram qui mériterait complètement d'être mieux alimenté, et puis Facebook et puis par mail quoi. Voilà. Au final, c'est le plus simple. Voilà. Très bien. Écoutez, j'espère, chers auditeurs, que ce nouvel épisode de Blue Hour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre plateforme et à laisser un commentaire. Ça aide à la visibilité. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi.